Alors tout d'abord, je vous remercie d'assister à ce webinaire. On va voir ensemble les définitions et les enjeux des termes de l'email marketing. Je m'appelle Louis Clagoda, je travaille pour la société Ediware depuis 9 ans en tant que commercial et j'accompagne régulièrement mes clients dans leur projet d'email marketing. Alors dans ce webinaire, je vais donc vous donner des définitions simples des termes que l'on rencontre régulièrement dans l'emailing. Donc j'imagine qu'un grand nombre d'entre vous communiquent régulièrement et que vous avez déjà dû rencontrer les termes qu'on va voir ensemble. Parfois, peut-être sans vraiment savoir à quoi ils correspondent. Donc l'objectif de ce webinaire est de vous les expliquer en détail. Donc quelques mots sur l'entreprise Ediware. Donc nous sommes routeurs. On est membre du SNCD et nous faisons également de l'accompagnement dans les projets e-marketing pour nos clients, qui sont aussi bien des TPE que des grands comptes. Donc nous allons aborder dans ce webinaire les différentes notions, donc les 8 termes qui sont présentés ici. On abordera dans un premier temps la notion de NPAI. On verra ensuite à quoi correspond la délivrabilité avec les FAI et les serveurs SMTP. Et nous verrons aussi ce que veut dire l'opt-in et l'opt-out. Et d'un point de vue du contenu des emails, nous verrons ce qu'est le lead nurturing, le trigger marketing, ainsi que les emails transactionnels. Donc on va tout d'abord commencer par les NPAI, donc les soft et les hard. Alors NPAI, ça vient du terme postal, n'habite pas l'adresse indiquée. Comme on le fait déjà depuis plusieurs décennies. Donc, c'est-à-dire que l'email n'est tout simplement pas arrivé chez le destinataire. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Le terme bounce, quant à lui, a la même signification. C'est un synonyme de NPI. Ça veut dire que l'email, en fait, rebondit sur le serveur sans réussir à rentrer. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Alors, il y a plusieurs sortes de NPI. Les NPI soft, dans un premier temps. Alors, ce sont des contacts qui sont indisponibles pour le moment, par exemple parce que la boîte mail est saturée. Dans ce cas, on parle de NPI soft over quota. On peut également définir NPI soft parce que le serveur de messagerie du destinataire a refusé le message pour X raisons. Et ces adresses sont donc testées plusieurs fois pendant 24 heures. On essaie d'envoyer le message et à la fin, s'il n'arrive vraiment pas à rentrer, on définit à ce moment-là définitivement un mail comme étant NPI. Il y a aussi les NPI hard. Les NPI hard, ce sont les contacts dont l'adresse email n'existe plus du tout. Alors normalement, le routeur doit avoir la possibilité de vous en informer et ils sont supprimés automatiquement de votre base de données hébergée. Alors le nombre de NPI hard, il est important, ce terme, bon, à la fois pour nettoyer et qualifier votre base de données, mais aussi parce qu'il va avoir un impact sur la délivrabilité de vos campagnes. Alors je développerai un petit peu plus tard ce terme de délivrabilité. Alors, si on se met à la place d'un fournisseur d'accès, je me doutais qu'une campagne qui a un fort taux de NPAI a de grandes chances d'avoir un problème de base de données. Alors, il peut y avoir deux possibilités à ça. Soit c'est un fichier qui est ancien et n'a jamais été nettoyé ou a mal été nettoyé lors des précédentes campagnes. Soit il a été collecté de manière douteuse. Quand on aspire des adresses ou ce genre de choses, quand on collecte à la louche des emails sur les pages jaunes qui ne mettent pas forcément à jour en temps réel leur base de données. Donc, on va dire qu'un taux de NPI qui est au-dessus de 5%, c'est quelque chose qui va paraître louche aux yeux des fournisseurs d'accès. Donc, ces derniers vont vont considérer que votre base de données n'est pas propre. Et donc, il est fréquent que les 95% qui restent partent en spam. Alors, vous pouvez demander à votre routeur qui gère automatiquement les NPI, vous pouvez lui demander s'il gère automatiquement les NPI de façon à ce que des envois vers les mêmes mauvaises adresses ne soient pas répétés à chaque campagne. Ça aussi, c'est un impact sur la délivrabilité. Alors, sur notre plateforme, en l'occurrence, nous avons automatisé cela. Les NPI hard sont supprimés de vos prochains envois sans que vous n'ayez rien à faire. Alors, pour vous, personnellement, vous pouvez bien entendu nettoyer votre base de données dès qu'on fournit un fichier Excel, mais dans tous les cas, on conserve une sauvegarde. Donc, on va voir ensuite la délivrabilité. Donc, c'est un terme que j'ai abordé dans l'NPI parce que lui, les NPI vont avoir un impact sur la délivrabilité, mais il n'y a pas que les NPI. Donc, c'est une notion essentielle. Le terme de délivrabilité, c'est le fait que les emails arrivent dans la boîte de réception du prospect
et non dans la boîte des spams. Alors, qu'il soit arrivé en boîte de réception ou en courrier indésirable, l'email sera considéré comme abouti par le routeur, puisqu'il n'y a pas d'information de retour sur ce fait. C'est-à-dire que nous, en tant que routeur, on envoie l'email, une fois qu'il est accepté par le serveur, il est distribué dans les boîtes mail, on n'a pas du tout de retour sur le fait qu'il arrive en spam ou non. Or, environ 65% des internautes déclarent ne jamais ou rarement consulter le dossier courrier indésirable de leur boîte professionnelle. Donc c'est vraiment un terme très important, la délivrabilité. C'est quelque chose qui, voilà, il faut, pour avoir des bons résultats en termes d'email marketing, il vous faut impérativement avoir une bonne délivrabilité. Voilà, sinon vous verrez tout de suite vos taux d'ouverture qui vont chuter de l'ordre de 1 ou 2%. Donc c'est un enjeu important, d'où l'intérêt de se faire accompagner par des professionnels pour en assurer un bon taux, que vous effectuiez vos routages en interne ou via une plateforme en ligne. Alors, pour travailler la délivrabilité, la première chose à savoir, c'est déjà si votre routeur est adhérent dans des institutions de référence, comme le SNCD ou Signal Spam, par exemple. Cette adhésion permet au routeur d'être au courant des derniers filtres anti-spam, de toutes les mises à jour qui sont faites, pour adapter ainsi les campagnes emailing à ces filtres anti-spam et ainsi assurer une délivrabilité optimale. Nous-mêmes, nous sommes adhérents à ces institutions, ce qui nous permet d'être en étroite relation avec les acteurs privilégiés de la délivrabilité. Ces acteurs nous tiennent informés des problèmes rencontrés dans certaines campagnes de nos clients et ainsi nous pouvons améliorer les suivantes pour éviter qu'elles finissent en spam. Alors, comment se passe la signalisation en spam? Lorsque vous recevez une indication comme quoi vous avez été signalé en tant que spam, cela est dû à l'internaute. C'est lui qui a averti, depuis l'email que vous lui avez envoyé, que ce mail est un spam en l'envoyant dans le courrier indésirable. Dans une campagne emailing, il n'est pas rare d'avoir ce type de plainte, mais c'est surtout à leur nombre qu'il faut faire attention. Alors, quelques plaintes isolées ne posent généralement pas de problème, parce que parfois il y a des gens qui vont signaler comme étant du spam au lieu de se désinscrire, ou voilà, donc ça va être quelques cas isolés, c'est pas un problème. Mais en revanche, un trop grand nombre de signalisations spam entraînerait pour la suite une moins bonne délivrabilité. Alors il faut savoir que les FAI ont des façons différentes de traiter ces plaintes. Certains vont considérer un volume de plaintes pour blacklister ou non les futurs envois, et d'autres vont fonctionner par taux. Alors, un routeur professionnel, lui, saura vous orienter en fonction de la typologie de votre base de données, mais dans l'idéal, on considère qu'il ne faut pas dépasser les 1% de taux de plainte. Alors, cependant, pour les bases de données non qualifiées, ce taux est souvent dépassé, et c'est pour ça qu'on arrive en spam quand on fait beaucoup de mass mailing. Donc, d'où l'intérêt de nettoyer et de qualifier sa base de données. Alors, certains routeurs intègrent également des informations fournies par Signal Spam, en particulier le nombre de plaintes générées par vos adresses IP sur les différents fournisseurs d'accès, et cela permet de mieux gérer vos envois et donc de maintenir une bonne délivrabilité. Alors, le terme suivant, c'est le terme de FAI. Alors, qu'est-ce qu'un FAI? C'est tout simplement un fournisseur d'accès Internet. C'est eux qui fournissent la connexion Internet et les services d'envoi ou de réception des emails, comme par exemple Orange, SFR ou Free. Alors, on peut différencier deux outils pour consulter vos emails. Dans un premier temps, les webmails, c'est quand vous vous connectez en ligne sur une page web pour consulter vos emails du type orange.fr, free.fr, Gmail notamment. Et d'un autre côté, les clients de messagerie. Alors, les clients de messagerie, ce sont des logiciels qui sont installés sur votre ordinateur, comme Outlook par exemple. Alors, par rapport à votre routeur, vous pouvez regarder si ce dernier, si votre routeur possède des boucles de rétroaction avec les principaux fournisseurs d'accès. Ces boucles de rétroaction vont donner aux internautes la possibilité de se désinscrire automatiquement, ce qui signale les messages comme spam. Donc, pour fonctionner, les FAI, eux, s'appuient sur les serveurs SMTP. Alors, un serveur SMTP signifie Simple Mail Transfer Protocol, donc en français, un protocole simple pour le transfert des mails. Alors là, vous avez un petit schéma sur la doc. Donc, le serveur SMTP, c'est l'outil qui vous permet d'envoyer des emails, tandis que le serveur POP, lui, permet la réception des emails. Alors, chaque FAI a ses propres serveurs. Lors de l'envoi d'un emailing, et même s'il s'agit d'une image, le message va être traduit en format texte et transmis ensuite par les serveurs. Alors, comment ça fonctionne? Vous envoyez un email qui arrive sur le serveur SMTP de votre FAI.
Le mail envoyé passe de serveur SMTP en serveur SMTP jusqu'à arriver sur le serveur de votre destinataire. Le mail est ensuite mis à disposition de votre destinataire sur sa boîte mail. Donc, voilà, nous, en tant que routeur, on a des informations au niveau des serveurs SMTP. Après, une fois qu'il arrive sur le serveur du destinataire, qu'il soit distribué en spam ou en boîte de réception, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir ces informations. Donc, les identifiants et les mots de passe que vous utilisez pour vous connecter à votre boîte mail vous permettent justement de vous connecter à ce serveur-là, ces serveurs de réception, permettant ainsi de sécuriser l'accès de ces serveurs. SMTP et POP, ça parle pour tout le monde, c'est quelque chose qui, souvent des choses qu'on voit, mais on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Donc j'espère que j'ai été assez clair dans mon explication là-dessus. Alors ensuite, on va voir les termes d'opt-in et d'opt-out. Un petit peu moins, Inès. Bah, écoutez, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, on pourra revenir dessus un petit peu plus en détail. Donc vous avez dû également entendre parler d'opt-in ou d'opt-out. Ça concerne surtout la manière de collecter les adresses email de vos contacts. Alors l'opt-in est une obligation pour prospecter par mail la cible des particuliers. Dans le cas contraire, cette pratique est réprimandée par la CNIL, bien évidemment. Alors pour les professionnels, donc en B2B, la loi stipule que l'offre envoyée doit être en lien avec l'activité proposée. Alors, il est nécessaire de déclarer sa base de données à la CNIL avant toute utilisation. Les fichiers clients-prospects, liés ou non à un site internet, relèvent en général de la norme simplifiée numéro 48, que vous pouvez voir sur le site de la CNIL, si cela est nécessaire dans votre cas. Alors, il existe l'opt-in simple et le double opt-in, qui désigne en fait une double confirmation d'inscription à votre email. Par exemple, vous vous inscrivez sur un site, puis vous recevez un email vous demandant de cliquer sur un lien pour confirmer à nouveau votre inscription. Ça, c'est du double opt-in. On différencie aussi d'autres sortes d'opt-in. L'opt-in actif. Alors, l'opt-in actif, c'est l'internaute qui doit volontairement cocher une case pour que son adresse et autres informations soient utilisées ultérieurement à des fins commerciales. L'opt-in passif, quant à lui, c'est que la case est déjà pré-cochée, du type oui, je souhaite recevoir les nouveautés de telle société. Donc l'opt-in, c'est d'avoir un accord explicite de la part de l'internaute pour recevoir vos communications. À l'inverse de l'opt-out, qui lui a également différentes catégories, l'opt-out actif, alors là on est dans le forcing, c'est-à-dire que l'internaute doit cocher une case pour ne pas recevoir de messages publicitaires, parce que par défaut, il va les recevoir. Donc on considère que l'internaute a donné son accord par défaut. Et c'est à l'internaute de faire l'action de ne pas s'inscrire. Il y a également l'opt-out passif, où l'internaute est automatiquement inscrit à la mailing list et la désinscription ne peut se faire qu'a posteriori de l'inscription, une fois que vous recevez déjà des newsletters. Alors là, on est dans une pratique peu recommandable parce que cette technique ne permet pas de générer des leads qualifiés. Mais par contre, elle est autorisée en B2B. Voilà, vous pouvez prospecter et envoyer des emails à un professionnel sans lui avoir demandé son accord au préalable. Par contre, au niveau B2C, pour les particuliers, on n'a pas du tout le droit de faire ça. Voilà. Alors la question tous les ans, donc c'est par rapport à l'opt-in. Alors non, pas du tout, pas tous les ans, au moment de l'inscription, tout simplement. Voilà. Par contre, après, dès que vous communiquez vers eux, vous êtes dans l'obligation de leur donner la possibilité de se désinscrire suite à une campagne emailing. Voilà. Alors, Vincent, vous me demandez si la CNIL impose de déclarer la base de données lorsque vous travaillez avec l'étranger exclusivement. Alors ça, il faut voir avec la législation en vigueur dans les pays. Ça, c'est uniquement la législation pour la France. La CNIL s'occupe uniquement de la France. Donc, une société française ou une société étrangère qui va communiquer vers la France doit se plier aux règles françaises. Si par contre, vous, en tant que société française, vous communiquez vers l'étranger, il faudra impérativement respecter la loi étrangère. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces termes d'opt-in et d'opt-out? Non, en B2B, vous n'êtes pas obligé d'avoir eu leur accord.
C'est ça qui différencie justement voilà, on protège beaucoup les particuliers. Les particuliers doivent vous donner leur accord. Par contre, les professionnels, vous pouvez simplement simplement collecter leur adresse email juste en récupérant une carte de visite, voilà, en allant sur les pages jaunes, vous ciblez un métier bien précis, et là vous pouvez collecter l'adresse email de professionnels, pardon, sans leur demander leur accord. Par contre, pour les professionnels, au même titre que pour les particuliers, vous êtes obligé de leur demander, de leur donner la possibilité de se désinscrire quand vous envoyez une campagne. Alors, une société étrangère qui fait de l'email vers la France doit faire une déclaration CNIL. Je ne peux pas vous le confirmer, mais ça me paraît très logique. Ça me paraît très logique, oui, tout à fait. Mais par contre, je ne peux pas vous le confirmer. Alors, j'essaie de reprendre les questions. Alors, Diane m'a demandé de faire une présentation de la société, comme ça, pour les prévenir. Vous me parlez des professionnels, c'est ça? Euh, ça va vraiment dépendre de la communication que vous voulez faire, ce que vous attendez en fait de vos prospects qui sont dans votre base. Voilà, c'est toujours mieux de se présenter, de leur dire ce que vous faites. Parfois même pour éviter des problèmes de plainte ou ce genre de choses, on propose même de mettre le lien des inscriptions en tête de message, en haut du message, voilà, pour leur donner la possibilité de se désinscrire tout de suite. Alors Inès me demande que faire quand on est désinscrit, que quelques semaines ensuite, on nous envoie à nouveau un emailing. Si vous êtes désinscrite et que vous continuez à recevoir des emailings, c'est que la désinscription n'a pas été prise en compte. Voilà. Maintenant, ça peut être bon, on va voir ça un peu plus en détail, mais ça peut être un email qui provient d'une société. Vous êtes inscrit dans une base de données d'une régie publicitaire, par exemple, qui va communiquer vers vous pour un de ses partenaires, un de ses annonceurs. Lorsque vous désinscrivez de l'annonceur. Et vous pouvez recevoir des emails d'autres annonceurs aussi. Donc, est-ce que c'est clair pour tous ces termes? Suite à une faute de frappe, il faut envoyer un email. Il faut envoyer un email pour leur demander de vous réinscrire. Voilà, parce que tout ça, c'est géré automatiquement. Donc, voilà. Très bien. Donc, on va passer ensuite sur le lead nurturing. Déjà des termes qui vous parlent peut-être un petit peu moins. Alors, on va déjà commencer par la définition d'un lead. Donc, c'est un contact commercial en B2B et en B2C. Un lead. Donc, le lead nurturing, c'est un procédé qui permet de passer d'un prospect froid à un prospect chaud en entretenant des liens avec lui. Alors, il s'applique généralement au marketing B2C, tout simplement parce que c'est un processus qui est long et qu'on n'est pas sur de l'achat impulsif. Alors, on peut segmenter ce lead en deux phases, le lead nurturing en deux phases. Une première phase pour viser l'engagement du prospect, le faire venir à nous et le faire avancer dans sa réflexion. Vous avez ainsi plusieurs techniques, par exemple en proposant des livres blancs, créant des contenus pédagogiques et ciblés, proposer des ouvertures de contests, faire des webinars, voilà, pas mal de choses. Vous pouvez aussi mettre voilà, en œuvre d'autres moyens comme des vidéos, des blogs ou ce genre de choses. La seconde phase va consister à maturer. Donc c'est là que vient ce terme de nurturing, à maturer, c'est-à-dire élever le prospect. Alors pour cela, il faut segmenter vos prospects par profil, intérêt ou action et personnaliser vos emails. Vous devez également travailler votre image et bien entendu construire votre marque. Donc il faut réussir en fait, le but c'est de faire réussir à faire passer votre prospect de la phase je vais probablement acheter au je suis prêt et je vais maintenant acheter. Voilà, ce sont des phases qui peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors dans le cadre de l'emailing, on notera que les emails en lead nurturing engendrent des taux de retour jusqu'à 5 fois plus haut qu'une campagne emailing classique. Alors pour que votre emailing soit efficace, il faut bien définir l'objectif de chaque lead et envoyer la campagne au moment opportun. Alors, bien évidemment, ça nécessite un certain travail sur la stratégie marketing ainsi que sur la base de données. Voilà. Alors là maintenant, on va passer au trigger marketing.
Alors, trigger marketing, c'est une action marketing, soit par mail, soit par appel téléphonique, par exemple, qui est déclenchée automatiquement suite au comportement d'un prospect, ou alors quand c'est lié à un événement spécifique. Alors, le trigger marketing se base sur des messages transactionnels, par exemple une confirmation de commande, un avis d'expédition, des messages fonctionnels, comme les messages de bienvenue après inscription ou visite de votre site. Ça peut être également des messages liés à un événement, du type lancement d'un nouveau produit, solde, invitation. Nous avons d'ailleurs fait un webinaire sur une mailing d'invitation que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube. Et le trigger marketing, c'est aussi des messages comportementaux, comme les commandes non abouties. Alors, notre plateforme à nous propose un module qui permet d'automatiser vos envois suite à la réaction de vos prospects, suite à l'envoi d'une campagne. Par exemple, vous pouvez créer un scénario qui va envoyer une relance automatiquement sur les non-ouvreurs d'une campagne. Un autre scénario enverra une promotion spéciale pour les cliqueurs. Alors, notre module, c'est du marketing automation. Bien, notre module de marketing automation vous permet aussi d'ajouter automatiquement des contacts à votre base de données hébergée suite au remplissage d'un formulaire, par exemple. À la suite de cet ajout, vous pouvez ainsi mettre en place des règles d'envoi, comme envoyer des emails de bienvenue, une offre d'accueil ou ce genre de choses. Alors, la différence entre l'objectif d'un lead et l'objectif d'une campagne classique. Bah, un lead, c'est une campagne classique. Une campagne, c'est quand même un terme assez général. Vous pouvez simplement envoyer des informations, une newsletter, des nouveautés, ce genre de choses, plus pour communiquer sur la marque, sur l'entreprise. Alors qu'un lead, vous allez avoir pour objectif final de lui vendre un produit ou de lui vendre un service. Voilà. Et donc, le dernier terme, on va arriver sur les emails transactionnels. Donc, ce sont des emails en réponse à une action du destinataire. Par exemple, des emails pour relancer un panier abandonné, une confirmation de commande, une ouverture de compte. Alors, pour être efficace, il doit être intégré à votre stratégie de marketing globale. Donc, c'est un message qu'il faut soigner car il contient des informations que le client désire obtenir et votre message est donc sûr d'être lu. Nous ne sommes pas ici dans de la prospection ou dans de la découverte de besoins. Les emails transactionnels, en général, enregistrent des taux d'ouverture de 50%. Et leur but, c'est principalement de satisfaire les clients. Voilà, donc écoutez, je voulais savoir si ça vous avait apporté des choses, si ça vous a plu. Si vous avez des questions, moi je suis là pour y répondre. Alors si vous devez mettre un titre, alors Inès me demande si on doit mettre un titre, lequel? Un objet dans votre message, c'est ça? Voilà, ça va vraiment dépendre de ce que vous cherchez à faire, mais oui, tout à fait. En général, il est conseillé de mettre un objet, de bien définir un nom d'expéditeur aussi. Dans tous les cas, tous les messages doivent comporter ces deux informations pour qu'ils puissent être lus et que l'internaute se sente vraiment ciblé de façon personnelle. Des plateformes emailing à conseiller, la nôtre par exemple, à essayer. Je serais ravi de vous la présenter. Voilà. Et également répondre à vos questions. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez nous appeler. Notre numéro de téléphone s'affiche ici. Vous nous envoyez un email. Comme ce slide l'indique, vous avez la possibilité de vous offrir un compte de démo pour vous présenter notre solution. Et puis, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Webikeo où on présente régulièrement des webinars. Alors, une liste sérieuse de spam-words. Alors, j'ai déjà répondu juste à Chloé, Jean-Philippe, j'ai vu votre question. Alors, les spam words, il y en a, mais c'est pas obligatoirement c'est pas le seul critère qui va faire qu'un message va passer en spam ou non. C'est sûr que si vous avez le terme Viagra et gratuit dans votre objet, là, c'est sûr que vous passerez pas en boîte de réception. Euh, mais bon, dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que dans différentes plateformes emailing, notamment la nôtre, on a des fonctions qui permettent de tester le message avant l'envoi et de savoir si le message va passer en spam ou non sur les différents fournisseurs d'accès.
Et à la suite de ce test, si vous voyez qu'il passe en spam, on a la possibilité de savoir pour quelle raison. Est-ce que c'est dû à un mot? Est-ce que c'est dû à la qualité des adresses IP? Est-ce que c'est dû au message en lui-même ou à ce genre de choses? Jean-Philippe me demande pourquoi est-ce qu'il faut une adresse IP, pourquoi faut-il parfois une adresse IP dédiée? Alors parfois il faut des adresses IP dédiées quand vous faites beaucoup de volume ou alors quand vous faites vraiment des emails de qualité. L'intérêt c'est surtout de vous séparer, d'être complètement isolé et d'avoir la possibilité d'envoyer des emails en volume sans avoir, en fait, comme si ça passait, comme si ça partait depuis chez vous, voilà, sans avoir à subir les conséquences des mauvaises pratiques d'éventuels autres clients. Les bases de données, vente ou location. Alors, concernant les bases de données, la vente déjà au niveau B2C, c'est interdit, puisque ce sont des données particulières, donc il est interdit de les vendre. Il peut y avoir donc de la location pour le B2C. Par contre, on en revient à ce terme d'opt-in que je vous avais présenté tout à l'heure. Il faut non seulement que le client vous donne, l'internaute vous donne son accord pour communiquer vers lui, mais également que vous lui demandiez s'il vous autorise à communiquer son adresse email à vos partenaires. Voilà. Et là, dans ces cas-là, oui, vous pouvez louer une base de données. Donc, voilà. Alors après, ça sera de la... Et pour la vente, par contre, c'est autorisé, mais uniquement en B2B. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Moi, je serais ravi personnellement de vous présenter la plateforme. Vous avez notre site internet, vous avez le lien qui est ici. Vous pouvez remplir un formulaire. Vous pouvez remplir un formulaire et créer vous-même un compte de démo. Et n'hésitez pas à m'appeler. C'est ma ligne directe 01 75 43 77 01. Voilà, je serais ravi de répondre à vos questions. Ben, merci beaucoup de votre attention. Bon après-midi à vous et à très bientôt avec grand plaisir.